Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Fille Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Vous êtes nombreuses à m'écrire sur Instagram car vous avez très envie de changer de vie et de partir à l'étranger, mais certaines peurs semblent vous empêcher d'arriver à prendre certaines décisions ou alors la décision est prise et c'est maintenant que de nouvelles peurs apparaissent. D'ailleurs, en préparant cet épisode, je me suis rendu compte que l'on ne peut pas vraiment parler de peur car la peur en réalité c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel et concret. Mais lorsque l'on veut faire un changement de vie, je pense que c'est surtout l'anxiété qui prend le dessus car l'anxiété, elle est définie comme un état psychophysiologique désagréable qui se manifeste sans objet apparent. Et c'est totalement normal d'avoir de l'anxiété lorsque l'on prend ce genre de décision et on devrait d'ailleurs remercier notre cerveau d'activer ce mode survie car ça va nous permettre de comprendre ce qui nous inquiète et ainsi on va pouvoir mettre en place un plan d'action pour éviter que le danger réel et concret fasse son apparition. Le but donc de cet épisode, c'est d'avoir un aperçu de ces différents scénarios qui semblent vous inquiéter et de vous donner quelques solutions ou outils qui vont pouvoir vous aider à aller de l'avant et prendre des décisions. Et pour cela, j'ai demandé à ma grande amie podcasteuse Anne-Fleur de se joindre à moi, puisque elle est expat aussi depuis de très nombreuses années et elle aussi échange fréquemment avec de nombreux expats à travers le monde. Coucou Anne-Fleur! Salut Kelly! Alors d'abord, je tiens à remercier grandement Anne-Fleur pour cet enregistrement très dernière minute où je l'ai appelée en aide. S'il te plaît, j'ai plus d'épisode, je suis à la bourre, je me laisse complètement déborder par la vie en ce moment et du coup j'étais totalement à la ramasse. J'assume tout à fait mon statut de bouche-trou. Non, parce que je comptais le faire un jour avec toi, c'était juste pas prévu que je le sorte aussi rapidement, tu vois, j'avais vraiment envie de prendre plus le temps de le préparer, même te laisser plus de temps à toi aussi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on est experte, hein, n'est-ce pas Anne-Fleur? Absolument. Donc du coup, j'ai demandé à la communauté Fille Expat sur Instagram en story, je sais pas si t'avais vu ma petite story passée, mais je leur avais demandé de me lister qu'est-ce qui leur faisait peur. Et j'ai eu des réponses qui m'ont complètement surprise dans le sens où je m'attendais au moins à une personne me dire j'ai peur de pas maîtriser la langue ou... Enfin, je sais pas, j'attendais à des choses... Et je les ai pas eu en fait, mais c'est pas grave. En gros, ce que tu veux dire, c'est que les peurs de ta communauté étaient pas forcément tes peurs à toi quand t'es partie la première fois. C'est ça. Toi, c'était quoi tes peurs la première fois? Moi, c'était la langue à 100%. Ah ouais, d'accord. Ouais, alors carrément. que pourtant, t'es quand même comment on dit, une machine à parole? Non, enfin, tu n'arrêtes pas de parler, quoi. Mais justement, c'est ça le problème. Donc, t'avais peur de te retrouver muette? C'est ça, je me suis retrouvée muette pendant un mois, c'était horrible. Ah, ça a pris un mois. Ça va, c'est pas très très long. Non, c'était pas long. Ouais, mais pour quelqu'un qui est extraverti, je peux te dire qu'un mois, c'est très long. Ouais, d'accord. Mais ouais, non, moi, c'était clairement ça. Bon, après, bien sûr, il y avait aussi les finances, mais j'avais mis en place un plan d'action par rapport à ça. Mais ouais, mais j'ai eu en tout cas de très bons retours. Donc, on va essayer d'aborder ça un peu de façon aléatoire. Comme je les ai listés, c'était vraiment listé aléatoire. Mais d'abord, une des choses que j'ai catégorisées, la santé. Alors, j'ai eu des retours comme abandonner mes parents malades, peur des systèmes de santé pas toujours top, perdre la santé et se retrouver toute seule, la peur qu'il arrive quelque chose de grave à nos proches. Donc voilà, tout ça, je l'ai catégorisé dans la santé, même s'ils sont un peu différents chacun entre eux. Donc voilà, je vais te laisser rebondir toi dans un premier temps. Je sais pas sur lequel tu veux rebondir en premier et puis on va continuer notre petite conversation comme ça. Je commencerai bien, tu vois, par le premier et le dernier, abandonner mes parents malades et puis la peur qu'il arrive quelque chose à nos proches, parce que finalement ça touche un peu à cette culpabilité en fait qu'on a de laisser des êtres chers, que ce soit des parents, des frères, des sœurs, des grands-parents, des voisins, on n'en sait rien, mais quelqu'un qui compte énormément pour nous, les laisser finalement derrière nous. Et l'idée de se dire qu'il peut peut-être leur arriver quelque chose ou qu'il leur arrive quelque chose de compliqué. Et la question c'est, est-ce que je continue de vivre ma vie ou est-ce que je mets ma vie en fait en arrêt total? Et la question elle pourrait se poser aussi si tu vivais en France, je sais pas, tu viens quoi de Moselle et que on te proposait de te muter en Corse, enfin ou en Bretagne. Enfin tu vois, c'est une vraie question et je pense que il y a une vraie question à se poser en fait par rapport à s'occuper de soi ne veut pas dire abandonner les autres. Et je pense que c'est hyper important d'arriver à comprendre et à accepter cette notion. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. J'adore ce que tu viens de dire parce que moi, justement, je trouve que le mot abandonner, il est
horrible comme mot à utiliser parce que pour moi je pense pas qu'on c'est le mot de la culpabilité. C'est ça. En fait nous je pense pas qu'on a abandonné nos parents, je pense pas que j'ai abandonné mon frère jumeau. C'est que j'ai envie de vivre un rêve, j'ai envie de vivre une expérience et du coup malheureusement la vie fait que c'est pas localisé, enfin on n'est pas localisé au même endroit, mais c'est pour autant j'appelle mes parents quasiment tous les jours. Mon frère, on essaye de se voir quand on peut. Enfin bref, donc ouais, je trouvais que le mot abandonné, il faut vraiment sortir ce mot de ce vocabulaire parce que c'est pas bien. Donc la personne qui m'a écrit ça, enlève ce mot. À moins que ce soit partir pour fuir parce qu'il y a un vrai problème dans la famille, et auquel cas abandonner, il est hyper assumé et t'en as besoin et c'est ce que t'as besoin presque pour ta survie. Non, t'abandonnes personne, c'est juste qu'il y a un moment où t'oublies pas qui t'es et ce dont t'as besoin aussi. Et c'est pas facile d'arriver à ces décisions, à ces conclusions. C'est ça, parce que au final, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui justement reste par choix justement de dire j'ai pas envie d'abandonner mes parents, tu t'abandonnes toi-même en fait au final. T'abandonnes tes rêves, t'abandonnes tes envies, etc. Donc est-ce que c'est bien dit ça. C'est bien dit, hein. En plus je me disais, tu vois, ce matin là, pendant mon cours de yoga, je me dis franchement, on a une vie, je vais le répéter plusieurs fois certainement dans l'épisode, on n'a qu'une seule vie, on a une chance, une opportunité sur cette planète. Donc go vivre ses rêves quoi. Mais ouais, donc du coup par rapport à ça, il y avait aussi donc du coup la peur des systèmes de santé pas toujours OP, et même pour rebondir aussi sur ce que tu as dit par rapport aux proches, s'ils tombent malades, moi c'est sûr et certain que si mes parents, il leur arrivait quoi que ce soit, je fais mes valises et je rentre en France, parce qu'on a toujours cette option de pouvoir rentrer aussi. En fait c'est ça, c'est qu'on signe pas pour la vie quoi. Exactement. Moi c'est une question qu'on m'a énormément posée, tu vois, quand je me suis mariée avec mon mari, un peu plus de 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. Et on me disait alors les États-Unis c'est pour la vie. Et je dis mais je peux pas te dire ça, j'en sais rien et je pense pas même que ce soit pour la vie. Ça fait 15 ans que j'y vis mais je pense pas que ce soit pour la vie. Je peux te dire que mon mari c'est pour la vie. Enfin, en tout cas c'est ce que j'espère, c'est la promesse que je le fais à lui mais aussi à moi et voilà. Mais te dire que les États-Unis c'est pour la vie, non, j'y suis bien actuellement. Et en plus moi j'ai l'appel du retour, mais bon ça, c'est un autre sujet. Ouais, non mais en plus toi même par rapport au fait que tu as déménagé aussi de Boston à Denver. Ouais, c'est comme si j'étais partie encore à l'étranger finalement, parce qu'à part le fait qu'on parle la même langue et qu'il y a des chipotles partout, c'est quand même un pays différent. Non mais c'est vrai. C'est pas la même culture. Non mais tu vois, entre la côte est et le centre des États-Unis. Clairement. Et par rapport justement aussi au système de santé qui sont pas top. Donc ça, je peux comprendre. Moi, je pense. En tout cas, je suis pas certaine. Mais dans la plupart des pays, normalement, tu as des hôpitaux privés. Bon, bien évidemment, ça coûte de l'argent, mais pour expats. Donc, en général... C'est quoi des hôpitaux pour expats? Tu veux dire, genre, qui parlent anglais systématiquement et qui ont... en gros, du moment que tu as de l'argent, tu pourrais te faire soigner, c'est que tu veux dire, Voilà, c'est ça. Et tu vas avoir des docteurs ou des infirmiers ou des personnes qui viennent d'autres pays qui ont peut-être eu... je sais pas, une éducation différente. Mais bien évidemment, c'est sûr que ça coûte de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des assurances en général. Quand on s'expatrie, c'est toujours bien d'avoir une assurance. Si on part surtout dans un pays où justement on n'est pas couvert. Donc ça, c'est une solution, ça existe. Moi, des fois, je dis en France, je suis pas certaine que le système de santé il soit mieux finalement, parce que, là, je vois ma maman, pour te donner un exemple, qui a besoin de se faire... qui a besoin d'un nouveau genou. Et en fait, son chirurgien veut la faire attendre 1 an parce que elle est trop jeune, tu vois. Et je me dis, mais c'est n'importe quoi, parce que là, pendant 1 an, elle peut pas marcher. Donc, mentalement, ça la tue, en fait. Ouais. Et puis, juste pour attendre 1 an, en plus, si encore tu dis, il faut attendre 10 ans. Mais non, et je me dis, finalement, et même par rapport au dentiste, moi, je sais qu'au Canada, j'avais un soin au niveau du dentiste, mais qui était tellement mieux que le soin que je pouvais avoir en France. Oui, mais c'est une médecine de riche quand même. Enfin, je suis désolée, moi j'attends pour me faire opérer depuis plus d'1 an. J'ai dû changer d'assurance, c'est tout un bazar. Et en fait, l'assurance voudrait que je sois plus malade pour prendre le truc en charge, alors que c'est une mesure préventive. Enfin, tu vois, c'est quand même... En fait, j'ai l'impression, et après... J'imagine que tes auditrices ne parlent pas que de l'Amérique du Nord, tu vois. Mais en tout cas, par rapport à l'Amérique du Nord, j'ai l'impression que la médecine, c'est un business, alors qu'en France, la médecine reste quand même la médecine avant tout. Enfin, tu vas pas aller parler business avec ton médecin. Le médecin, il va juste te parler de toi et point barre. Aux États-Unis, quand tu vas pour faire un soin, etc., ton médecin, je connais pas le Canada assez, mais c'est qu'une toute petite partie de ton parcours médical, finalement, le rendez-vous avec le médecin. Tu as plein d'autres trucs. Et je comprends que ça puisse effrayer. Mais par contre, comme tu le dis, il y a
d'abord, si on parle des États-Unis ou du Canada, les assurances santé viennent souvent avec le contrat de travail pour partir à l'étranger. Et généralement, c'est quand même vachement correct. Et j'allais te dire un deuxième truc. Et oui, si c'est pas le cas, il y a énormément de boîtes d'assurance qui sont spécialisées. Tu parlais des hôpitaux, mais il y a aussi des boîtes d'assurance, je sais pas, vous tapez expat assurance, vous allez trouver, il y a plein de boîtes en fait qui vont vous aider à choisir les bonnes assurances et qui ont des hotlines que vous pouvez appeler en disant bon bah voilà, j'ai ça comme pépin. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ? Je suis à l'étranger. À quoi est-ce que j'ai droit ? Qui est-ce que je peux aller voir, etc. Et franchement, il y a énormément, si on est un petit peu curieux en cherchant un petit peu sur les communautés en ligne ou sur Google, il y a énormément d'informations et de services, souvent gratuits ou assez peu chers, qui peuvent vous aider à démystifier finalement tout ça autour de la prise en charge de la santé. Puis il y a je sais pas si toi t'es un peu familiarisée avec la CFE aussi, la Caisse des Français de l'étranger. Ouais, je connais pas très bien le sujet, mais ouais. Je pense que c'est... Enfin, moi non plus, je connais pas très bien le sujet, mais je crois que c'est une caisse que si on... Bon, ça coûte de l'argent, bien évidemment, mais si on y participe, déjà, de un, on continue à cotiser pour sa retraite en France. Et la deuxième chose que ça fait aussi, c'est, je crois qu'on garde... si on rentre en France, on peut se faire soigner, en fait. On garde son système de santé, donc... Et après, il y a aussi ça, c'est que la France, même quand c'est pas couvert par la maladie, souvent quand on part à l'étranger, alors ça dépend des contrats, de tout ce qu'on veut, mais... souvent, en comparaison, finalement, le prix de notre poche en France est un peu moins cher quand même que le prix couvert par l'assurance santé à l'étranger. Et donc, finalement, devoir payer quelques vingtaines d'euros une consultation, c'est pas rien. Mais quand tu viens d'un autre pays, tu dis, bon, au pire du pire, j'ai aussi ça comme solution quand c'est pas urgent. Ouais, c'est clair. Moi, j'avais une copine, je sais qu'elle rentrait tous les ans en France pour faire son contrôle gynécologique. Et c'était pas, je crois que c'était 60 ou 90 euros, quelque chose comme ça. Donc bon, ça fait partie du budget voyage. Tu es à l'aise avec ça, carrément. Bah ouais, clairement. Donc ça, c'était pour un peu tout ce qui était santé. Il y avait aussi un commentaire où perdre la santé et se retrouver seul. Pareil. Enfin, si ce n'est que si par exemple tu es gravement hospitalisé du jour au lendemain et que tu peux pas être remise dans un avion en mode rapatriement. Et encore, est-ce que tu vas vraiment te retrouver seule ? Enfin, moi, je sais que je viens d'arriver à Calgary récemment. S'il m'arrivait quelque chose, j'aurais bien un collègue ou quelqu'un, ou peut-être mon collègue qui va venir me voir. Enfin, tu te retrouves pas vraiment toute seule, en fait. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Donc ça, c'était les petits points. Et puis, comme on l'a dit, dans tous les cas, on peut toujours revenir en France si vraiment ça vous inquiète. Vous pouvez toujours rentrer. Donc, je sais pas si tu avais encore autre chose que tu voulais aborder avant que je passe à la catégorie suivante. Écoute, tu vas me dire si j'ai le droit de le mentionner, mais sur la question des parents malades, je sais que j'avais fait une interview sur le sujet avec une fille qui s'appelle Myrtille, qui vit au Texas. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter cet épisode. Qui en fait avait décidé de partir vivre avec son mari qu'elle avait rencontré en Europe, qui était américain, qui est toujours américain. Ils avaient décidé donc de partir s'installer au Texas, malgré le début de maladie assez fulgurant de sa maman. Et en fait, elle nous racontait justement ce cheminement, parce que c'est pas une décision qui est facile à prendre. C'est pas facile d'apprendre à se prioriser quand on est enfant aidant finalement d'un parent malade, etc. Et donc voilà, c'est pas un épisode qui donne des recettes toutes faites, mais si c'est une question que vous vous posez, ça peut en tout cas alimenter votre réflexion éventuellement. Non, oui, justement, le but aussi de cet épisode, c'est de renvoyer vers d'autres épisodes qu'on a fait sur nos podcasts pour justement, si les personnes veulent approfondir. Et moi, je t'avoue que je ne l'ai pas écouté parce que quand il est sorti, je m'en souviens, je l'ai vu passer parce que je les écoute tous, ces podcasts. Et j'étais pas dans un état d'esprit où j'étais prête à entendre ce genre de... Oui, c'est pas l'épisode le plus feel good qu'on ait fait. C'est ça, mais il faudra que je l'écoute un jour. Il faudra que je l'écoute un jour parce qu'effectivement, ça peut arriver, quoi. Donc, non, c'est très bien. Il n'hésite pas à citer d'autres épisodes, d'ailleurs. Moi, j'ai pas fait d'épisode par rapport à ça. Mais ouais. C'est un sujet. Deuxième catégorie qui semble vous inquiéter, c'est tout ce qui est côté administratif et organisation d'un départ. Donc là, on retrouve la catégorie on peut se planter et se retrouver expulsé du pays parce qu'on s'est trompé de papier, la galère des visas. Et puis, en termes d'organisation, c'est justement tout ce qui est impliqué au niveau d'un départ. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait je me dis en ce qui concerne les visas, etc., enfin il y a des avocats, il y a plein d'informations sur internet, c'est vrai que c'est compliqué, ça peut prendre du temps à lire, à comprendre, mais on peut échanger avec plein d'expats qui sont dans le pays qui peuvent peut-être nous aider aussi. Donc celui-là il m'a un peu
enfin, je me suis dit, je comprends pas pourquoi ça fait peur, en fait, parce qu'il y a tellement d'outils en place pour nous aider par rapport à ça, en fait. C'est peut-être la charge en fait de nombre de trucs qu'il y a à faire que tu trouves pas forcément. Tu trouves pas forcément une liste de tout ce qu'il y a à faire parce que tu as l'administratif, tu as l'organisation, tu as le déménagement, tu as les écoles, s'il y a des gens à scolariser, tu as le médical, tu as le machin. Et c'est peut-être en fait cette somme, cette masse qui peut être impressionnante. Moi perso, côté administratif, ce qui me fait flipper, c'est plus le retour en France que de partir à l'étranger. Je te confirme, parce que du coup, je suis rentrée en France en fin 2020, donc j'ai fait un retour en France et ça a été très très complicado. Vraiment compliqué. Enfin, ça inquiète. Mais en tout cas, comme tu dis, je pense qu'un truc super important, c'est il faut être curieux. Et je pense que si moi, il y a un truc en tout cas... une réponse que je peux donner dans cet épisode, j'ai bien sûr pas réponse à tout, mais en tout cas une clé, c'est il faut être curieux, il faut pas avoir peur de poser des questions. Il y a pas de questions cons. Il y a plein de communautés en ligne. Alors j'étais pas très pro Facebook, mais quand tu vis à l'étranger, Facebook, il y a quand même beaucoup de communautés en ligne, que ce soit les Français de tel coin du monde, que ce soit le groupe de mamans du quartier, que ce soit le groupe de randonneurs du coin. Enfin bref, il y a plein de gens qui franchement passent beaucoup trop de temps sur leur ordinateur ou sur leur téléphone et qui vont répondre à vos questions, quoi. Alors après, faut pas prendre tout pour argent comptant, comme tu le disais, passer par des professionnels comme des avocats, c'est important aussi, mais il y a énormément d'informations qui sont là et aussi on s'expatrie pas à l'âge où nos parents, à l'époque où nos parents auraient pu le faire. Maintenant, on a quand même beaucoup d'informations, tu peux aller sur les sites de tous les gouvernements, t'as quand même beaucoup d'informations en ligne. C'est pas toujours digeste, je suis d'accord, mais t'as quand même toutes les informations disponibles. T'as pas besoin de passer 15 heures au téléphone pour avoir une info, d'attendre qu'on t'envoie un fax ou un machin. Là, au moins, t'as tout. Donc, je sais que c'est beaucoup de temps, ça peut paraître impressionnant, mais je pense qu'il faut rester très curieux et c'est pas du tout impossible, vous pouvez le faire. Par contre, je vais rebondir aussi par rapport à la communauté, parce que du coup, je suis les groupes, les Français au Canada. Et oh punaise, qu'est-ce que ça me met des frissons d'énervement quand je vois les gens arriver. Bonjour, j'aimerais venir vivre au Canada, comment faire? Donc là, tu te dis, bon, alors avant déjà de poser cette question qui est tellement générale... C'est vrai qu'on en a plein aux US aussi. Voilà, c'est déjà, il faut se renseigner parce que, comme je le dis, tout dépend ton âge, tout dépend ton parcours professionnel, tout dépend tes envies. Est-ce que tu viens seul? Est-ce que tu viens en plusieurs? Le scénario, il est tellement... il y en a tellement des possibilités. Alors c'est déjà essayer de regarder, il y a des petites loupes dans les groupes Facebook, il y a une petite loupe en haut à droite, tapez le mode recherche, faites des recherches, déjà renseignez-vous un maximum pour pouvoir poser des questions qui sont beaucoup plus spécifiques. Et puis vous pouvez écouter plein de podcasts aussi parce que c'est des sujets qui sont beaucoup couverts sur ton podcast, sur mon podcast, mais sur plein de podcasts sur les changements de vie, sur l'expatriation. Vous allez trouver plein de clés aussi là-dessus. Voilà, donc l'ami Google, vous allez sur Google, vous tapez podcast, visa, États-Unis par exemple, et ça va vous proposer une liste de podcasts. Mais aussi, on peut avoir une consultation d'1 heure avec des spécialistes de l'immigration pour le pays concerné. Ça doit coûter peut-être 200 €, je dirais, pour 1 heure de consultation. Mais franchement, c'est pas le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous. En fait, c'est un cadeau que vous vous faites à vous pour vivre un rêve. C'est un investissement. Et au moins, la personne vous donnera les réponses qui s'approprient à vous et pas aux voisins, tu vois. Et je trouve que c'est super important. Des trucs fiables. Des trucs fiables. Moi, je me souviens... On a quand même beaucoup de Jean-Michel expert immigration sur Facebook. C'est clair. Et il y a plein d'excellentes informations, mais sur les trucs où il faut être pointilleux, comme tu disais, peur d'être expulsé, expulsable, etc. Bon, là, vaut mieux quand même aller prendre des informations très, très sûres. Non, c'est clair. Moi, je le rappelle, quand j'ai fait mon dossier de résident permanent au Canada, je l'ai quand même raté, mon dossier. Et du coup, j'ai failli me retrouver, je crois qu'il restait 1 mois sur mon permis de travail. Du coup, j'étais dans cette situation où j'allais peut-être pouvoir me faire expulser. Je peux dire que j'ai vite pris un avocat qui m'a réglé tout ça, mais rapidement. Et je me suis dit, à refaire, j'aurais investi dès le début dans l'avocat parce que ça m'aurait sauvé du temps et puis la charge mentale. La charge mentale, c'est ça. Ouais, même tu vois, par exemple, si j'ai pas envie de passer des heures à lire ou à essayer de comprendre, voilà, au moins ça c'est fait. Ce que je voulais rebondir là-dessus par rapport aux checklists, par rapport en organisation, tu sais que le gouvernement français, il a des super checklists. J'avais partagé ça. Non, je te jure. Ils ont même une checklist pour le retour en France. Ils ont vraiment sérieux, mais c'est vachement bien ça. Ouais, et c'est quelque chose ils te disent même, ça tu dois t'en occuper 3 mois avant de partir, ça c'est 1 mois avant de partir, et c'est un peu un aide-mémoire en fait de toutes les différentes étapes à faire.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà regarder même avant même de prendre la décision de partir si on veut se familiariser. Tu le mettras dans la description de l'épisode? Très bonne idée, Anne-Fleur. Il va y avoir beaucoup de liens, je pense, dans cette description. Mais donc, et puis il y en a plein aussi dans des blogs qui font en général des checklists. C'est un peu quand on se marie. Mais avoir un truc officiel, c'est vachement rassurant quand même. C'est rassurant. Après, il y a des trucs, des fois, je me dis, ouais, ils ont un peu poussé le truc, mais c'est pas grave, on peut faire le choix de le faire ou de pas le faire. Mais, et puis, surtout, j'avais envie de rappeler aussi la théorie des petits pas, que tu dois certainement connaître. C'est que quand on voit un objectif qui est super loin et justement, tu vois, la montagne, en fait, tu vas atteindre le sommet de la montagne et tu dis, mais en fait, c'est trop haut. Maintenant, mais regarde pas le sommet, en fait. Regarde devant toi, commence à faire un petit pas et puis comme ça, tout doucement, tu vas réussir à arriver au sommet, en fait. Donc j'aime bien cette petite théorie des petits pas et puis pas précipiter les choses parce que des fois, il y en a qui disent, je veux venir au Canada, je veux venir en janvier 2024, par exemple. Pourquoi tu te fixes une date comme ça, en fait? Si déjà, t'as pas tes permis, ton permis de travail, si t'as pas de logement, t'as pas de travail, etc., pourquoi se fixer une deadline, en fait? On se met la pression pour rien, donc éviter de faire tout ça. Ouais. Puis de manière générale, on a quand même pas mal de chance. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, mais j'imagine que t'es quand même surtout écouté par des francophones en général, mais pas mal de gens en France. Le passeport français ouvre quand même beaucoup, beaucoup de portes. On a quand même pas le visa, le passeport, pardon, le plus contraignant pour partir à l'étranger. Et c'est quand même un gros avantage. C'est quand même sympa à garder en tête aussi. Clairement. Et puis si on reste dans l'Europe, je pense que ça facilite même encore plus les choses du coup. Ah c'est clair. Et puis en Europe... à refaire, je sais pas si... l'Europe m'aurait bien tenté. Clairement. Clairement, j'avoue. Donc moi, je crois pas que j'ai d'épisode. Je sais pas si toi, t'as un épisode où tu parles un peu plus de ça. Je crois que moi, j'avais fait un épisode où je parle de quand j'ai obtenu ma citoyenneté canadienne, ou un peu les challenges, etc. Donc... Mais ouais, encore une fois. J'en ai fait plusieurs. Il y en a un qui me vient en tête qui a, je crois, quasiment un an tout pile. C'est sur gagner la green card à la loterie. À la green card, donc la carte de résident permanent américaine à la loterie. C'est une espèce de... si c'est ça, c'est un tirage au sort. Et en fait, ce que je trouvais assez intéressant de cet épisode, d'abord, on détaille pas mal d'étapes, certes, mais c'est de montrer qu'une fois qu'on a été tiré au sort, ça veut pas dire qu'on est parti. Ouais, non, c'est clair. Donc, si vous voulez avoir une idée un peu des procédures administratives que ça peut demander, c'est clairement pas la procédure la plus simple, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, je considère pas que ça a été aussi compliqué pour moi de venir aux États-Unis. Mais voilà, il y en a certainement d'autres, mais je les connais pas. Moi, je me souviens que tu avais fait un épisode aussi avec quelqu'un qui se mariait avec un Américain, non? Où elle parle aussi un peu des détails. Ouais, t'en as plusieurs. On mettra les liens de toute façon dans la description. Moi, j'en avais fait un aussi. Si, il y a le visa fiancé qui doit être l'épisode 3. Mais vraiment 3, là on a plongé 3 centièmes avec Manon. C'est pas moi qui ai fait l'interview, c'était la fille qui a lancé French Expat avec moi, Laetitia, et elle nous parlait en fait justement de qu'est-ce qu'implique le visa fiancé. Donc c'est-à-dire en gros je caricature, tu pars en vacances ou faire tes études aux États-Unis, tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie. Comment tu fais concrètement pour revenir parce que tu veux revenir vivre avec cette personne aux États-Unis. Et c'est un processus un peu long. Et d'ailleurs l'épisode qui sort demain aussi traite de ça. Voilà. Ok, super. On mettra dans la description. Moi, j'avais fait aussi avec Maïré, une Guadeloupéenne qui avait aussi obtenu la carte verte. Et c'est pareil, je me souviens, je crois que c'était... tu dois avoir l'original du bac, je crois, ou un de tes diplômes, je sais plus. Mais bon, bref, on mettra les descriptions dans l'épisode. Je me souviens plus, mais oui, non, c'est costaud. Ouais, c'est costaud. Mais c'est possible. On l'a tous fait, donc c'est possible. Ne pas se décourager face à la paperasse. Si vous avez vécu en France et que vous avez fait beaucoup d'administratifs en France, vous êtes capable de le faire à l'étranger. C'est clair. C'est clair. Maintenant, troisième catégorie, et ce sera l'avant-dernière, c'est tout ce qui est le côté finance, argent, bien évidemment. Ça, l'argent, moi, c'est une de mes craintes aussi en général. Donc là, toi, tu t'es payé les services d'un conseiller financier. J'avais trouvé ça ouf quand tu m'avais raconté ça. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'était pour payer ton van, non? Enfin, initialement, le projet initial, c'était pas ça, mais c'est ma retraite. Permis d'acheter ton van. Pour ma retraite. Je trouvais que c'était vachement mature, franchement, d'investir ça, parce qu'on a tendance quand même à compter un peu chaque centime quand on est étudiant au début de carrière et tout, de mettre cet argent là-dedans et de réussir à penser au futur. Sinon, franchement, tu m'as grave impressionnée. Oh, merci. Mais parce que justement, et c'est un des retours que j'ai eu, et j'avais cette crainte aussi, c'est de se mettre mal pour la retraite, en fait, parce que du coup, on cotise pas en France. Mais tu vois, du coup, je suis passée un peu aux États-Unis, ensuite j'allais au Canada, je me suis dit, je suis pas à l'abri de partir encore ailleurs à un moment donné. Ouais. Donc je me disais, en fait, je fais quelques années dans tous les pays, mais qu'est-ce que ça va donner pour ma retraite? Donc il fallait bien qu'à un moment donné, je trouve une solution, en fait. Et pour moi, la solution, c'est tu prends un
conseiller financier et puis tu cotises pour ta retraite à toi en fait. Donc ça c'était un point que je voulais dire aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent compter sur le gouvernement pour vivre leur retraite. Moi je veux pas. Mais parce que c'est comme ça qu'on a grandi en même temps, tu vois. Enfin je comprends. Moi quand je vois que bien mes grands-parents gagnaient à leur retraite, je me dis ça m'aurait pas permis de vivre en fait. Donc je préfère cotiser dans mon plan retraite à moi. Donc ça je vous invite à vous renseigner par rapport à ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais du coup j'avais aussi comme crainte, il y avait écrit partir dans un pays plus cher que là où on vit déjà, avoir peur de perdre beaucoup en confort de vie, pouvoir d'achat. Là bon il y avait écrit problème financier, donc ça je pense que ça reste très général, et peur de ne pas trouver du travail. Donc là, c'est assez spécifique. Moi, je dirais déjà, par rapport au premier, où ça nous dit on peut perdre beaucoup en confort de vie, pouvoir d'achat, bah déjà, faites attention au pays que vous choisissez, en fait. Et puis au sein d'un pays, ça peut être très très hétérogène aussi. C'est vrai. Tu vois, si tu dis les États-Unis ou le Canada, c'est comme des territoires immenses, c'est des continents. Rien que tu vois, moi je bougeais de Boston à Denver, aussi pour le coup de la vie, perso, parce que la vie à Boston était devenue un peu oufement chère. Ça peut aller du simple au triple en fonction de où tu es aux États-Unis. Et je pense que là où tu es, toi aussi, c'est pareil. Pareil. Bah même des fois, tu prends une ville et tu prends la petite ville qui est à 30 minutes, c'est déjà différent en fait. Rien à voir. Donc ouais, il faut vraiment faire attention à ça parce que comme tu l'as dit, maintenant sur Internet, on peut se renseigner, on peut taper un coût de la vie. J'ai pas envie de redire Canada aux États-Unis, mais coût de la vie à Hong Kong par exemple, et il va y avoir des listes où il y a écrit le coût d'un litre de lait, j'en sais rien. Enfin, t'as toutes les informations. Donc. Complet. Et avec l'inflation, c'est bien de regarder ça, de trouver des chiffres récents. Et alors, je sais que tu veux pas que ce soit que États-Unis, Canada, mais aux États-Unis, je sais pas si c'est le cas ailleurs, tu peux trouver aussi le salaire moyen, en gros, des gens dans un quartier, dans une ville, etc. Et ça peut te donner quand même une idée de, même si c'est un quartier très riche, ça donne quand même une idée de, bon, ok, c'est quoi qui paraît, est-ce que ça paraît déconnant ou pas. Et c'est notamment, je trouve, important à le savoir, parce que dans des pays où le gouvernement n'a pas forcément beaucoup d'aide, moi, je parle des États-Unis, je suis désolée parce que c'est ce que je connais, c'est là que je vis depuis 15 ans. On n'a pas de carte vitale, on n'a pas tous ces trucs-là. Les salaires sont des salaires à 6 chiffres, très rapidement, puis ça peut tout de suite paraître waouh, ça va être génial, je vais bien gagner ma vie, je vais être tranquille. Et le nombre de gens, d'ailleurs, que j'ai reçus dans le podcast, mais aussi dans mon entourage, qui sont partis en voyant justement des gros chiffres en se disant c'est cool, on va être quand même bien, on est à plus du double de ce qu'on gagnait en France, franchement, faudrait être difficile pour que ça marche pas. Et qui en fait réalisaient pas le coût de la vie qui pouvait être si élevé sur la santé, même sans avoir de pépins de santé, sur des trucs de routine, et qui se retrouvent hyper emmerdés une fois sur place, et qui ont dû repartir au bout d'un an ou parfois moins. Bah, faut trouver un juste milieu, quoi. Donc, faut poser des questions, se renseigner à fond. Clairement. D'ailleurs, j'ai récemment donné un conseil à un de mes auditeurs. D'ailleurs, il va se reconnaître, j'en suis certaine. T'as pas beaucoup d'auditeurs Non, bah, ou qui m'écrivent en tout cas. Non, j'en ai pas beaucoup. Ouais. Et lui, il veut aller vivre au Québec. Et je lui disais, bah, tu sais, avant de faire le gros saut d'aller vivre à Québec City, tu peux très bien y aller déjà en voyage, en fait, quelques semaines. Et quand tu vas en voyage, fais en sorte de rencontrer des Français qui sont arrivés récemment ou depuis plusieurs années. Demande-leur, est-ce que je peux vous payer un café pour échanger avec... Et eux, ils te diront exactement ce que tu veux entendre, enfin, ce que tu as besoin d'entendre en tout cas. Ouais, et là, il faut poser des questions par rapport à l'argent. Enfin, moi, hier, tu vois, je te disais que j'ai été boire un verre avec des Australiens et on a été, mais cash sur combien tu gagnes et combien je me fais de pourboire et machin et bidule. Mais c'est pas un tabou dans beaucoup de pays. Quand tu sors de la France, c'est pas un tabou, l'argent. Non. Faut pas avoir peur de l'aborder. Ouais, exactement. Là, on se dit combien on paye nos loyers, combien on paye notre assurance voiture. Enfin, il faut se renseigner par rapport à tout ça et les gens, en général, sont assez ouverts pour répondre là-dessus. Et par rapport aussi... donc ça, c'est problème financier, c'était très général, mais moi, je pense que aussi, avant de partir, il faut vraiment avoir mis de l'argent de côté. Déjà, on dit toujours il faut avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se prendre un billet d'avion en cas de pépin, mais il faut aussi mettre de l'argent déjà de côté parce qu'il va y avoir des cautions à payer, enfin si on veut s'acheter une voiture, enfin il y a quand même pas mal de choses. Donc un projet d'expatriation, ça se prépare, ça prend du temps et du coup il faut mettre de l'argent de côté en fait. Et c'est sûr que il va y avoir des dépenses, mais encore une fois, c'est pour vivre une expérience qui est quand même incroyable. Donc ça vaut le coup de dépenser sa thune quoi. On va dire les choses clairement. C'est ça. Non, mais c'est ça. Il y avait aussi peur de ne pas trouver un travail.
Très souvent, on part avec un travail. Voilà, exactement. On peut déjà partir avec un travail. Moi, là, tu vois, en arrivant à Calgary, du coup, j'avais pas de travail. Bon, si j'ai galéré, ça m'a pris 2 mois à trouver du travail. Pas trouver un régulier, mais t'avais trouvé des mini-shifts entre-temps, un peu. Non, et ça a mis 2 mois avant que même je trouve des mini, ouais. D'accord. Ouais, non, ça a pris du temps. Mais encore une fois, déjà, de 1, je passais pas mes journées à aller déposer des CV. J'aurais pu, si vraiment, tu vois. Et j'étais très exigeante. J'étais très exigeante en fait dans ce que je voulais et ce que je voulais pas surtout. Donc du coup, ça limitait un peu le choix de ce que je pouvais faire. Mais parce que je sais que j'avais aussi l'argent de côté, tu vois, de mon cher conseiller, de mon cher Denis, que si vraiment je suis dans la merde, je peux l'appeler. Ouais, en cas de pépin. Voilà, même si ça me ferait chier, mais je peux le faire, tu vois. Donc ça, je pense que c'est important à faire. Qu'est-ce que j'avais écrit aussi dans mes notes ? Ah oui, contrôler ses dépenses et vivre peut-être des fois avec moins. Ça peut être intéressant. Moi, je sais que, tu vois, là, je me suis pas coupé les cheveux depuis un an. Moi, je suis très, très mauvais exemple là-dessus. Ah ouais? Non, après, je me coupe pas les cheveux parce que j'ai envie de faire un don, j'avoue. Ah, génial! Ouais, j'ai envie de faire un don, je l'ai jamais fait et c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. Mais du coup, j'économise de l'argent niveau coiffeur, quoi. Ah bah, de ouf. Je sais qu'à un moment donné, j'aimais bien me faire les ongles, je le fais plus en fait parce que c'est pareil, c'est une dépense qui est pas obligatoire en fait. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et puis voilà, ça c'est un peu tous les points que je voulais aborder. Je sais pas s'il y a autre chose que tu voulais ajouter. Non, j'allais ajouter, ça recoupe un peu ce que tu disais au début de cette partie sur les finances. Tu disais ne pas hésiter en fait, à aller trouver les Français du coin, leur ouvrir un café, leur poser des questions. Et on a cette tendance, et j'en avais pas conscience jusqu'à ce qu'on me le verbalise vraiment textuellement, et je trouve que c'est tellement vrai. On a cette tendance à dire vas-y, je suis pas partie à l'autre bout du monde pour aller rencontrer des Français, quoi. Enfin, ça va, c'est bon, stop. Bah oui, mais en même temps, les Français, c'est des gens qui sont passés par la même chose que toi, qui ont les mêmes repères, la même connaissance souvent culturelle que toi, puisqu'ils ont grandi bien souvent en France, ou en tout cas avec une culture française ou francophone. Et ils sont vachement plus enclins en fait à t'aider. Et puis après, en restant sur le court, moyen ou long terme, c'est des gens aussi qui vont t'aider, je sais pas, à garder tes racines en fait d'une certaine manière. Et je trouve que ça concourt vachement à la stabilité. Mais ces Français qui sont souvent décriés, franchement, tu les entends souvent quand même sur les forums de gens qui vont partir en expatriation. Ah, c'est bon, loin de moi les Français, ça limite va des rétro satanas, laissez-moi tranquille. Bah non, en fait, c'est un peu le cercle vertueux, quoi, finalement. On fait ça, et puis après, quand les gens, ils arriveront, ce sera à nous d'aller se poser, prendre un café avec ces gens-là. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est normal, et c'est un peu un pay it forward, quoi. Bref. Ouais, 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée à Calgary, c'était un des premiers trucs que j'ai essayé de faire rapidement. C'est que j'ai organisé dans les Français de Calgary, j'ai mis un mot, j'aimerais bien organiser qu'on aille son rencontre, qu'on boit un verre, parce que, et pareil, il y en a plein qui venaient d'arriver, du coup, moi qui suis là depuis, pas à Calgary, mais je suis au Canada depuis très longtemps, donc il y a des choses que je sais, et puis t'as envie de partager, en fait, il faut partager, il faut s'entraider, donc je suis totalement d'accord avec toi. Par contre, il faut faire attention, c'est que nos amis français sont quand même parfois très négatifs, donc il faut quand même prendre ce qu'on dit avec des pincettes, parce que des fois, on me dit, oh là 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 là, mais non, mais voilà. Je suis désolée, je vous dis un peu tout et son contraire, mais... Ouais, non, c'est vrai. Enfin, moi, je suis tombée là sur un couple, elle surtout très négatif, et ça a été très compliqué. Donc ouais, il faut faire attention à ça aussi. Que tout soit la fin du monde, que tout, bref. C'est ça. Bref, next. Autre sujet, ça va être le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode, ça concerne tout ce qui est l'entourage. Donc je l'ai catégorisé entourage, parce que là du coup on m'a listé la peur de créer un gap avec des amis, les amis qui sont restés dans son pays natal, ou à l'inverse ne pas se faire d'amis quand on arrive quelque part, la peur de se sentir isolé, que ce soit par le décalage horaire, le rythme de vie qui est différent et le choc des cultures. Et pour finir, et celui-là je suis contente que tu sois là parce que du coup je n'ai pas d'enfant, mais du coup c'était la peur que son enfant ne s'adapte pas. Donc je te laisse rebondir là-dessus si tu veux bien. Alors je vais peut-être être un peu cash, mais sur les 3 premiers points, oui, tu vas créer un gap avec les amis de ton pays natal. Se faire des amis dans ton pays d'arrivée, forcément ça prend plus de temps que ce que tu as fait en, je sais pas, 18, 20, 30 ans en France, puisque tu repars de zéro. Alors que 18, 20, 30 ans en France, il y a des gens que tu as rencontrés au café, que tu as rencontrés au boulot, à l'école, par des voisins, des amis d'amis, etc. Donc forcément tu repars de zéro, donc ça peut paraître vachement plus compliqué. Et la peur d'être isolé par ton décalage horaire, le rythme de vie différent, le choc des cultures, oui, ça va arriver quand même d'une certaine manière. Mais c'est pas obligé que ce soit un truc hyper violent, que ce soit hyper compliqué. Mais
je vais quand même pas te mentir, en tout cas, bon, voilà, j'ai pas de vérité absolue, mais moi, en tout cas, je le vois comme ça. Oui, toutes ces choses-là vont quand même se passer. L'adaptation, c'est normal que ça fasse peur, mais c'est aussi un truc qui se prépare. On a parlé de l'organisation logistique, les finances, l'administration, mais il y a aussi finalement la préparation, que ce soit mentale, que ce soit par la langue, auprès des enfants ou auprès des adultes. Je sais pas, j'avais fait un épisode comme ça avec une psy. Alors c'était pour préparer les enfants spécifiquement. Je crois que j'allais dire en fait tout ce que je te dis, c'était il y a à peu près un an. Je crois que c'était il y a à peu près un an, mais je dis peut-être des bêtises. Et elle disait, je sais pas, c'est préparer la culture. Alors elle avait fait une fois par semaine, elle préparait un repas typique, ou en tout cas de ce qu'ils croyaient typique, parce qu'il y a aussi ce qu'on croit typique et qui en fait l'est pas vraiment quand on arrive, quand ils vivaient en France. Et pendant cette soirée-là, une fois par semaine, eh ben, on ne parlait que de ce projet à venir. Des fois on essayait de le faire dans la langue qui allait venir, ou on allait essayer d'apprendre quelques mots avec les enfants, mais on essayait vraiment de se projeter. C'était la soirée où on se projetait, etc. Et en fait je crois que ce qui est important, c'est de réussir à créer ce projet, que ce soit un projet solo, un projet de couple, un projet de famille, c'est que ce projet, il y ait aussi de l'excitation. C'est normal qu'il y ait des peurs, mais il faut que l'excitation commence à aller un petit peu au-dessus de toutes ces peurs. Je suis désolée, je pars dans tous les sens dans ma réponse. Non, mais moi je trouve ça trop bien comme conseil, et on mettra également, on le rappelle, le lien de cet épisode. Je sais que j'en avais fait un aussi avec ma cousine, parce qu'elle a 2 enfants et qui sont nés au Pays de Galles. Ils sont ensuite partis vivre à Paris pendant 3 ans. Et ensuite, là, non. Et là, maintenant, ils vivent à Dubaï. Donc, du coup, elle partage un peu, justement, ces différentes expériences et comment les enfants se sont adaptés. Et ils se sont bien adaptés, justement. Ah, mais oui, ils vivent leur meilleure vie. Enfin, c'est incroyable. Je pense que nous, on a peut-être plus de mal à s'adapter qu'un enfant en général, parce que l'enfant, je pense qu'à partir du moment où il a ses parents, il a déjà ses piliers qui sont là. Donc, faut qu'il voit les parents heureux aussi. Exactement. Tu vois des parents hyper anxieux. Mon papa, il utilisait souvent cette analogie quand j'étais petite. C'était les poissons guides. Tu sais, tu vois le grand banc de poissons qui se balade, machin. T'as le poisson guide devant. Si le poisson guide, il paraît paumé, tous les mecs derrière, ils sont complètement paumés. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On va où ? Si le poisson guide, il est déterminé et sait où il va. Alors, c'est une grosse charge sur le poisson guide, on est d'accord, hein. Ah ouais, le poisson guide a le droit de faire des pauses aussi et de se faire accompagner, hein. Mais tu peux... t'es plus serein sur la suite, quoi. Ouais, non, trop bien. Je crois que tu avais fait aussi parce que moi j'avais fait un épisode avec des enfants. Je crois que tu en avais fait un aussi. J'avais fait une série, j'ai fait plusieurs. Alors de mémoire, il y a Eva qui devait avoir une 12aine d'années, je crois que maintenant elle en a 15. Elle avait une 12aine d'années et elle nous racontait son expatriation. Son départ en expatriation avec ses parents, sa première année, les grosses difficultés qu'elle a vues à l'école. Et puis ensuite, avec plusieurs enfants au Québec et aux États-Unis qui racontaient justement leur expatriation, ce qui s'était bien passé, ce qui s'était pas bien passé, des conseils aussi pour des enfants ou pour des parents dont les enfants allaient partir à l'étranger. Et j'adore interviewer les enfants, franchement, je trouve tellement... C'est tellement brut en fait, tu vois, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de... J'adore. Ouais, non, c'est clair, c'est trop cute. Moi, j'adore aussi. Faut que j'en refasse d'ailleurs, tu me redonnes envie. Bah voilà, c'est parti pour 2024. Par rapport aux amis, donc ouais, comme tu l'as dit, il y aura clairement un gap. D'ailleurs, moi, j'avais fait un épisode, c'était un qui avait fait le plus rebondir, c'était le 82, où justement, on parle de ce gap qui se construit et quelles sont en fait les différences qui viennent. Mais j'en avais fait un autre aussi qui m'a vraiment surprise avec Séverine, le 95, parce que elle, justement, elle a toutes ses amies qui sont parties vivre à l'étranger. Elle a fait le choix de rester en France et elle donne justement des super conseils sur comment on garde cette relation. Et moi, d'ailleurs, je vais te le dire, j'ai partagé ça avec une de mes meilleures amies en France. En 2023, on s'est appelé une fois. Et en fait, là, je lui ai dit, moi, je ne peux pas continuer comme ça, en fait. Moi, j'ai besoin de plus pour une amie. J'ai besoin... Mais c'est vrai que nous, comme du coup, on poste souvent sur les réseaux sociaux, on a le podcast, on nous entend parler, mais l'horreur, etc. Ou les newsletters. Ah bah non, mais vu qu'on te lit, qu'on t'entend, qu'on t'écoute, machin, on pense qu'on a de tes nouvelles. Mais une relation, ça va dans les deux sens. Exactement. Et c'est ce que je lui ai dit. Là pour les bons moments,
vachement facile. Il faut être là pour les moments durs aussi, quoi, si t'es ami. C'est... Clairement. Parce que je lui ai dit, moi, j'entends pas ta voix, je vois pas tes photos, je sais Bien pas sûr. ce que tu fais. Là, elle est Ouais. passée chef, je savais pas. Enfin, tu vois, Ouais. je lui dis, toi, tu sais tout de moi. Moi, je sais rien. Et encore une fois, Ouais. voilà, ça reste dans les deux sens. Et Ouais. j'ai envie de dire que si un ami ne fait pas l'effort de garder justement ce contact pour que justement la relation continue, eh ben, c'est que c'est pas un ami, en fait. Il y a un moment donné, j'ai envie de dire, bah, tant pis. Et il faut... Ouais, vas-y, réagis, je vois que t'as envie de réagir. Ouais, j'ai envie de réagir parce que c'est que c'est pas un ami, oui, peut-être sur 10 ans, mais en même temps, tu vois, je veux dire, il y a aussi des gens. Moi, tu vois, en grandissant, en fait, j'ai déménagé énormément. Ce qui fait que peut-être que c'est aussi ça qui a fait que l'expatriation, pour moi, c'était. Je me suis pas posé 1000 questions, donc c'était vas-y, on y va. Parce que j'ai déménagé, je crois, pour mes 20 ans, c'était mon 15e déménagement ou un truc comme ça. Oh, tu vois. waouh. Et non, mes parents n'étaient pas militaires, c'est toujours la question qu'on pose. Et c'était toujours en France, mais tu vois, t'avais pas FaceTime, etc. à l'époque. Bon, voilà, c'était quand même, si tu partais à plus de 200 km, tu partais loin. Forcément, en fait, tu vois, tu peux pas rester. Ma maman, elle m'a toujours expliqué ça, t'as la différence entre les copains et les amis. Les copains, ils seront toujours là pour les bons moments. Tu veux aller boire un coup, il y aura toujours du monde de dispo. Les amis, c'est ceux qui vont rester là. C'est les amis avec qui, tu peux pas. Enfin, tu vois, moi, c'était un truc que je me disais quand j'étais au lycée. Je me disais, mais j'ai envie, moi, de rappeler mes copines de 6e, 5e, 4e, machin. Hein. Mais en même temps, ça te prend des journées entières. Là, je vois maintenant, moi, je suis la 2e d'une fratrie de 5 enfants. Mais je peux passer des journées entières au téléphone, en fait, juste à prendre des nouvelles de ma famille. Enfin, mais c'est un job à temps plein. Ma mère était là pour Noël, elle en revenait pas. Elle était, mais ouais, c'est pas facile, comme de rester en contact avec tout le monde. Et je dis pas ça pour me donner des excuses, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas rester en contact avec tout le monde autant que si t'habitais au coin de la rue, c'est sûr. Mais il y a aussi ces amitiés qui sont assez magiques, qui font que le jour où tu reviens, c'est un peu comme si tu repartais. Tu vois, c'est un peu comme si tu repartais comme avant de partir. J'arrive pas, c'est pas très très joliment dit, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est en gros, si tu les retrouves, c'est comme s'ils s'étaient pas passés 3 ans sans se voir, quoi, Merci, ou sans se parler. Merci. Ouais. Merci. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, c'est juste que, par exemple, comme depuis ces dernières années, je vis quand même une vie où il m'arrive beaucoup de choses, où je fais beaucoup de choses. Je me dis, si tu suis pas toutes ces étapes, ça va être compliqué au moment où on va se retrouver, parce que je peux avoir grandement changé et tu vas pas comprendre ce qui s'est passé, en fait. Et maintenant, je trouve qu'avec les vocaux, les messages vocaux sur WhatsApp, c'est tellement facile. Là, c'est ce que j'ai dit à ma pote. Je lui ai dit que t'aies pas le temps de m'appeler pendant 2 heures, je le conçois parfaitement. J'ai pas le temps non plus. Mais on peut s'envoyer des vocaux parce que les vocaux, ça te permet de répondre à ton rythme quand t'en as envie. Et moi, quelque chose que je fais qui, je sais, n'est pas bien, mais je le fais pendant que je roule, en fait. Je mets mes écouteurs et j'écoute. Ouais, donc même maintenant, mais après, t'as tu vois. aussi mes copines que j'aime d'amour, mais qui te font quand même des vocaux de 15 minutes qui t'en font 12. Et tu fais putain, mais. Et en fait, du coup, j'avoue que je les remets en non-lu. Et en fait, la pastille, elle disparaît de mon WhatsApp. Et du coup, j'oublie. Et du coup, le truc, je mets un mois à répondre, quoi. Mais bon, bref. Mais après. Aussi... Je suis pas une bonne amie, c'est un peu ça la conclusion. Mais... Oh, Anne-Fleur. En tout cas, avec moi, t'es parfaite parce que tu réponds toujours. Bon, je ne fais pas des vocaux de 12 minutes, mais ils durent quand même parfois longtemps. Mais aussi, il faut aussi se focus, pas forcément sur ce qu'on va perdre, mais focus sur ce qu'on va gagner. Parce qu'encore une fois, on va faire des rencontres qu'on n'oubliera pas. Enfin, moi, là, je l'ai récemment vu quand je traversais une phase un peu compliquée. J'ai appelé des personnes, c'était pas des amis français, en fait. C'était des amis que j'avais rencontrés soit ici, soit ailleurs, ou même à travers le podcast, d'ailleurs. J'ai des invités qui sont devenus des vrais amis et je me dis c'est ça, il faut se focus sur ça aussi, sur les personnes qu'on va gagner, en fait, et pas forcément que sur ce qu'on va perdre. Donc voilà, je crois que c'est un peu je voulais rebondir aussi par rapport la peur d'être isolé par rapport au décalage horaire, le rythme de vie différent, etc. Moi, un conseil que je donne tout le temps, c'est, si c'est possible, c'est déjà d'aller faire un stage de quelques mois. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé, je suis allée faire un stage parce que c'est vrai que le décalage horaire, nous deux, on est à 8 heures de décalage avec la France, c'est pas évident, on peut pas appeler quand on veut, etc. 8 heures, c'est galère. 6 heures, c'est vachement plus simple. 6 heures, c'est bien. 8 heures, moi, je m'y fais pas. Ça fait 1 an et demi que je suis là, je m'y fais pas. Ouais, non, je trouve que 8 heures, c'est très compliqué. Et je n'ose même pas imaginer ceux qui sont même encore plus loin et qui ont du 9, 10, 11 heures. Enfin, hier, justement, je demandais aux Australiens, je dis, mais du coup, vous avez combien de décalage horaire avec l'Australie ? Et en fait, ils m'expliquaient que je crois que quand c'est l'après-midi ici, 14h, 15h ici, eux, ils se lèvent en Australie. D'accord. Ouais, donc ça, en fait, il faut toujours que tu prennes sur tes journées de boulot.
sur des heures de boulot pour réussir à trouver des moments où ceux en France sont encore joignables, ou en Australie, enfin dans la mer. C'est ça. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Donc des fois, peut-être y aller pendant quelques semaines, quelques mois et voir si c'est possible. Et encore une fois, comme tu l'as dit, on a un passeport européen. Il y a aussi l'Europe qui est là, en fait. Il y a plein de pays où on peut aller et du coup, on a moins de décalage horaire, en fait. Bien sûr. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis après, ouais, le rythme de vie qui va être différent dans certains pays, bah ça, c'est sûr. Même la façon de travailler qui est souvent très différente. Mais c'est ça qui est chouette aussi. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est aussi pour ça qu'on part. Et puis si ça nous plaît pas, eh ben on se casse et on rentre. Mais c'est ça, il y a rien de définitif, exactement. Non, exactement. Donc voilà, moi c'était à peu près tout. Je crois que j'ai réussi à placer toutes les petites notes que je m'étais faites. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Bah écoute, non, je suis contente d'avoir eu cette conversation avec toi parce qu'en fait on a tendance aussi à oublier, tu vois. Genre au bout de 15 ans, t'as un peu tendance à oublier pourquoi t'es parti, les doutes par lesquels t'es passé. Et donc voilà, je suis contente finalement de me remémorer tout ça. C'est normal de se poser des questions, le contraire serait peut-être inquiétant. On dirait qu'on est un peu fou. Mais après la folie... dans une certaine mesure, ne fait de mal à personne. Mais en tout cas, voilà, pour moi, je crois que tenter, c'est toujours vachement plus excitant que de rester à me demander si j'aurais dû tenter, si, voilà. Bien sûr, après, ça dépend de chacun, de son niveau de confort, de votre situation professionnelle, situation perso, etc. Mais ouais, moi, je suis team... tantôt. Ah bah, en me moi, disant, c'est comme pareil. tu le dis, en fait, que je peux toujours rentrer chez moi et je peux toujours changer de trajectoire. Je sais qu'il y a un... Et c'est peut-être ça que je dirais en conclusion pour ma partie, en tout cas. Il y a un sujet qui revient très souvent dans les épisodes de French Expat, c'est « Ah mais non, parce que rentrer, pour moi, ce serait un échec. » Mais pourquoi ce serait un échec ? Rentrer d'expatriation ou mettre un terme à une situation qui ne nous satisfait pas, pourquoi ce serait un échec ? Au contraire, ça veut dire, bon bah, moi, tu sais quoi, là, maintenant, je me connais beaucoup mieux et je sais que ça va pas convenir. Au lieu de rester malheureux dans une situation pendant 5, 6, 10 ans, j'en sais rien, bah vas-y, dis non, c'est bon, c'est fini. Ok, c'est pas grave. C'est pas un échec. Et il y a cette, il y a cette espèce de croyance commune de se dire que rentrer d'expatriation ou rentrer plus tôt que prévu, entre guillemets, c'est un échec. Non, faut vraiment, je trouve que c'est important d'en parler. C'est bien de s'écouter, c'est bien de... C'est trop drôle que tu dises ça parce que si tu regardes dans mon document, on a toutes les deux un document ouvert avec nos notes. Ouais. La toute dernière phrase que j'ai écrite et qui est sur la dernière page. Oh, excuse-moi, c'était la conclusion. Non, parce que j'ai oublié, j'avais pas vu qu'il y avait une autre page que j'avais pas été lire. Mais du coup, c'est trop drôle parce que je voulais le dire et j'ai complètement oublié. Donc merci à toi. Mais ouais, je pense que c'est important de transformer son mindset et penser que c'est des leçons de vie en fait. Complètement. Qu'on apprend des choses. C'est une très bonne manière de dire, ouais. Voilà, et qu'on arrête de parler d'échecs en fait. Donc je suis totalement alignée avec ça. Et il y avait aussi 2 petits points on n'a pas abordé parce que pour moi je voulais vraiment un peu les survoler parce qu'ils m'ont un peu... j'ai eu du mal à les comprendre, des peurs par rapport à l'insécurité en tant que femme dans certains pays. L'insécurité, on va pas forcément aller dans un pays où on se sent pas en sécurité, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, on a la Syrie qui pourrait être vue comme un pays où on se sent pas en sécurité et pourtant Charlotte... t'as fait 2 épisodes là-dessus, ouais. Voilà, elle y est. Après, c'est sûr que, moi, à chaque fois, je dis, en France, je me sens pas plus en sécurité qu'ailleurs, en général. Je pense que dans tous les pays, il y a un risque, ça c'est certain, et il faut savoir faire attention, en fait. Donc, je vous invite à vous renseigner et à échanger avec des personnes qui sont dans ces pays-là pour savoir où aller et où pas aller. Puis à nouveau, comme tu dis, c'est voyager avant de s'expatrier, c'est aussi bien. Ça permet de savoir ce avec quoi on est à l'aise et ce que chaque pays propose vraiment. Clairement. Et il y avait une dernière chose qui, je pense, toi, a dû t'étonner aussi, c'est une personne qui m'a écrit qu'elle a peur de perdre confiance en soi. Ouais. Alors moi, la manière dont je l'interprète, peut-être que toi, tu as une autre... Tu veux réagir d'abord dessus ? Non, vas-y, parce que moi, je suis confus par ça, parce que pour moi, on prend confiance en soi quand on part. T'as vu, ailleurs, on va prendre confiance en soi. Peut-être que je vais te répondre ça parce que ce matin même, j'ai enregistré un épisode avec une psy sur les défis du couple en expatriation. Mais un gros truc, en fait, j'avais pareil ouvert les questions aux auditeurs de French Expat et c'était un truc qui revient énormément, en fait, c'est les conjoints, et très souvent, c'est des conjointes suiveurs. C'est-à-dire que donc tu as un conjoint moteur qui en fait se chope le visa parce qu'il a le boulot et machin, et donc en fait t'as le reste de la famille qui suit. Et le reste de la famille qui suit, souvent la conjointe suiveuse n'a pas l'autorisation de travailler, et en fait t'as une dépendance psychologique, linguistique, tu parles pas forcément la bonne langue, financière puisque tu gagnes pas ta vie, enfin tu vois, plein de choses. Et pour moi c'est un peu ça que je verrais dans la perte de confiance en soi, c'est de se dire ok, moi j'ai fait énormément de sacrifices, ma vie elle ressemble pas du tout à celle que j'ai laissée derrière.
derrière, et je peux comprendre que ça fasse peur. Mais je vous invite à écouter l'épisode qui sortira pour la Saint-Valentin avec plein d'outils. Clairement. Et enfin... Mais j'ai envie de me dire en même temps, si on se laisse aller dans cette situation-là, parce que tu peux très bien suivre, mais rebondir, prendre cette opportunité bien justement sûr. De suivre pour te tester quelque chose de nouveau, etc. Ça, c'est propre à soi-même. Et c'est sûr que ça demande de l'énergie. C'est comme se faire de nouveaux amis, chercher du travail. Tout va demander énormément d'énergie. Mais au final, le résultat, il est tellement gratifiant qu'on oublie les difficultés et toute l'énergie qu'on a dû donner pour en arriver là, et au final on va retenir que le bon. Donc moi en tout cas je sais que d'avoir vécu aux États-Unis et au Canada, ça m'a fait prendre confiance en moi, mais un truc de dingue. Et des fois même j'oublie, enfin il y a des gens qui me le rappellent, qui me disent ouais mais quand même t'as fait tout ça toute seule. Et en fait moi je m'en rendais pas compte quand je le faisais. Parce que je me disais, ouais, mais je suis en train de faire un truc pour moi, en fait. Je suis en train de vivre un rêve, donc c'est trop cool, en fait. J'ai pas besoin de courage pour ça. Non, donc, j'ai pris beaucoup confiance en moi, ça, c'est sûr. Et bah, bravo. Et ben, c'est pour ça que maintenant, j'ai un peu la grande gueule, j'ai envie de dire, et que j'ai osé créer un podcast d'ailleurs, parce que sinon, je pense qu'avant, j'aurais jamais osé. Moi et mon français super bancal. Et bah, pourtant, on s'en fout. Tu parles très bien français. Thank you. Mais en tout cas, Anne-Fleur, merci beaucoup. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'échanger avec toi. Et puis, on mettra encore une fois, je rappellerai tous les liens de différents épisodes qu'on a cités. Et on espère que ça va pouvoir vous aider soit à prendre la décision ou soit de continuer à avancer dans votre projet de vivre à l'étranger. Voilà. À fond. Et ça me fait penser que je suis en train de préparer un épisode qui devrait sortir. Bon, gardez juste un œil dessus parce que je travaille dessus depuis plus d'un an. Avec une certaine Magali au Québec qui, en fait, elle m'a enregistré des vocaux de la prise de conscience de « et si je partais à l'étranger » jusqu'au moment où elle est partie s'installer au Québec. Et là, on doit enregistrer justement l'épisode de fin. Et je trouve que ça peut être intéressant, justement, quand on se pose des questions. Alors, ce ne sera pas forcément les mêmes questionnements que vous avez eus, les blocages que vous avez eus, mais de voir, en fait, comment est-ce que les gens arrivent à les surmonter et qu'ils arrivent quand même à passer à l'action. Donc, je ne sais pas exactement quand ça sortira. J'adore ce genre d'épisode. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Là, c'est cool. Même pour eux, je trouve que ça leur donne un super souvenir. C'est un bon journal. Dans plusieurs années, un journal audio comme ça, c'est trop bien. Donc, super. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on aime un podcast, Anne-Fleur? On va commenter sur Spotify, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. On va mettre 5 étoiles sur Spotify. On va répondre au QCM sur Spotify. Une fois qu'on a fini Spotify, on ouvre Apple Podcast. On met 5 étoiles, mais ça, vous pouvez le faire qu'une fois. Et on met un petit mot sur le podcast et vous pouvez parler de votre épisode préféré ou un truc comme ça parce que vous pouvez le faire qu'une fois. Et ça compte énormément. Voilà, merci Anne-Fleur. Et puis ce qu'on aime bien faire aussi, c'est on partage l'épisode. Si vous connaissez quelqu'un par exemple, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui envisage de partir ou qui va partir, etc., envoie-lui c'est le lien de l'épisode. Ça pourra les aider, ça permet de parler du podcast et ça, c'est top. Voilà, un grand merci Anne-Fleur. Merci à toi. Bisous. Salut.